Allez, la parole est à notre collègue, Madame Élisabeth Doineau. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous avons sauvé la Sécu, avez-vous annoncé, Madame la Ministre, à l'occasion de différentes interviews. Voilà une affirmation qui ne manque pas d'à-propos à la fin d'un quinquennat qui laisse si peu de résultats satisfaisants dans bien des domaines. Il en ferait rêver plus d'un. Il fait d'abord rêver les Françaises et les Français, pour commencer, qui sont inquiets de laisser la facture à leurs enfants. Ils font rêver aussi les responsables politiques que nous sommes, attachés à notre système de protection sociale et à sa préservation. Mais en vérité, la réalité est tout autre. Trois contrariétés se posent. D'abord, un affichage des comptes en trompe-l'œil. Ensuite, un climat social dégradé. Pour terminer, l'absence de solution pour les déserts médicaux. Le résultat affiché est trompeur. Pourquoi? Notamment sur la branche maladie. Parce qu'il est construit sur un savant système de plomberie comptable. Les mesures ponctuelles exposées par notre rapporteur général permettent de tenir artificiellement l'Ondam année après année. Des mesures structurelles seraient nécessaires. Le groupe UDI-UC ne cesse de le répéter, mais pas seulement. La Cour des comptes en fait de même dans ses rapports. Si malgré tout la tendance est à la réduction des déficits, personne ici ne peut le nier, la branche maladie présente un différentiel négatif de 2,6 milliards d'euros. Si l'on y ajoute les 3,8 milliards d'euros du FSV, l'équilibre est loin d'être atteint. Cette réduction est d'autant plus artificielle que des arrangements comptables permettent de dégonfler l'Ondam de près d'1 milliard d'euros. En effet, une partie des économies annoncées est en réalité issue de la mobilisation d'autres sources de financement non décomptées dans l'Ondam, comme la création du fonds de financement de l'innovation thérapeutique, avec 220 millions pour 2017, avec un transfert provenant du FSV, 876 millions en tout, et j'y reviendrai. La mobilisation des réserves de la CNSA, 230 millions d'euros de moins, ou encore la réduction des dépenses comptabilisées dans l'Ondam et la CNAM, 270 millions d'euros, par une modification du taux de cotisation maladie des personnels de santé exerçant en ville. Si cette mesure n'est pas une vraie économie, elle permet de réduire le taux facial d'évolution de l'Ondam soins de ville de 0,3 points. Autre manœuvre, le jeu d'écriture de près de 700 millions d'euros sur la CSG, permettant de le soustraire du résultat de l'exercice 2016. Compte tenu des nouvelles dépenses prévues par le gouvernement, la nouvelle convention médicale et la revalorisation du point d'indice de la fonction publique, l'Ondam sera relevé inévitablement à 2,1% contre 1,75% en 2016. Cette hausse est sciemment sous-estimée selon la Cour des comptes et le directeur général de la CNAM. Une augmentation de l'Ondam de 2,5 serait bien plus crédible. Concernant le climat social dégradé, en dehors des données financières, j'observe le malaise et les tensions qui se multiplient dans le monde sanitaire et social. Le déclin de l'industrie pharmaceutique également, pourtant l'un des fleurons de notre pays. Les difficultés des hôpitaux et de leur personnel, les inégalités croissantes entre les assurés sociaux. Le secteur du médicament, qui ne représente que 15% des dépenses d'assurance maladie, concentre la moitié des économies visées, soit 1,4 milliard d'euros. Il y a une mise en danger du secteur en termes d'innovation, d'investissement et d'emploi. Faute de ressources suffisantes, le CEPS ne tient plus depuis longtemps le délai de 180 jours pour inscrire les dispositifs médicaux sur la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie. Il me semble qu'il y a là de quoi s'inquiéter. Face à une concurrence internationale exacerbée, les contraintes administratives et juridiques en France sont un repoussoir pour l'industrie pharmaceutique. Suite au rapport de mes collègues Gilbert Barbier et Yves Daudigny, des mesures pourraient être prises afin de favoriser le développement des industries pharmaceutiques sur le sol français et donc de l'innovation. L'hôpital, je l'ai dit, montre des tensions. Les dernières manifestations des infirmières la semaine dernière montrent le manque de reconnaissance vis-à-vis d'un personnel dont les cadences ne permettent plus la délivrance de soins avec humanité. Les professionnels de santé le disent, ils perdent le sens de leur métier,
ils perdent le sens de leur vocation. D'autre part, comment ne pas s'interroger sur la complexité croissante des modalités de prise en charge de l'assurance maladie et des niveaux individuels de prise en charge en baisse. Cause d'inégalités croissantes, nous devons nous engager à limiter le reste à charge des ménages en renforçant l'idée de contrat responsable par assuré et à donner plus d'efficience au suivi des malades en ALD. Le dernier point concerne les déserts médicaux. Désertification médicale qui ne concerne pas seulement les secteurs ruraux, mais aussi certains quartiers de grandes villes. Un sujet qui a fait l'objet de nombreux diagnostics, de rapports, d'analyses. En conséquence, chacun y va de ses mesures, et je salue les mesures du gouvernement qui n'a pas manqué de mettre en place des sollicitations financières et qui a augmenté le numerus clausus, mais c'est à poursuivre, comme le disait mon collègue Gilbert Barbier. Il y a aussi des mesures qui ont été posées par les collectivités locales, que ce soit les communes, les départements ou les régions. Elles financent des maisons de santé, aident les étudiants en médecine, les médecins stagiaires, mais cela ne suffit pas. Rien n'est possible sans l'adhésion des professionnels et leur implication, et je peux en témoigner parce que sur mon territoire, si les médecins ne s'étaient pas personnellement impliqués, les choses n'auraient sans doute pas été aussi réussies. Nous l'observons, certaines de ces dispositions apportent satisfaction, mais elles ne suffisent pas véritablement pour remédier à cette fracture sanitaire. Une évaluation des dispositifs pourrait être recommandée à l'AMEX ou éventuellement faire l'objet d'une mission parlementaire afin de lancer par la suite un véritable plan Marshall sur ce sujet. L'idée serait de conjuguer ces différents dispositifs en les modulant selon les territoires et en y introduisant probablement une régulation choisie par les médecins. Je ne terminerai pas mon intervention sans évoquer deux articles. L'article 49, qui crée un fonds d'innovation thérapeutique. Son financement interpelle et cache mal son intention véritable, qui est de permettre de diminuer l'Ondam artificiellement. Comme l'indique le rapporteur général, la fonction même de l'Ondam est de prévoir les dépenses supplémentaires, y compris celles liées à l'innovation. L'article 40, qui met en place une expérimentation pour 3 ans d'une prise en charge et d'un suivi de jeunes en souffrance psychique, que j'approuve, mais cette mesure ne masque pas l'urgence de refonder notre politique de soins psychiques et psychiatriques. Pour conclure, je déplore les artifices comptables déployés par le gouvernement pour présenter un Ondam dégonflé. Le quasi-équilibre affiché à tout crin pour 2017 est un trompe-l'œil. Le retour à l'équilibre des comptes sociaux est en réalité encore reporté, malgré une diminution des déficits. L'assurance maladie en est le premier exemple. Elle nécessite des réformes structurelles. Je souhaite enfin remercier le rapporteur général pour la clarté de son exposé, ses collègues rapporteurs et les administrateurs ayant examiné avec précision ce PLFSS 2017, plus que jamais équivoque. Merci beaucoup. La parole est